Bienvenue à tous, nos deux présentateurs, Marie-Françoise et Satur vous parlent de cet événement et vous présentent nos deux conférenciers, Philippe Morel et Osvaldo Philippe. Satur a accepté de nous aider pour assurer une traduction simultanée. Bonne soirée. Bienvenidos a todos. Nuestros dos presentadores, Marie-Françoise y Satur, les cuentan sobre este evento y les presentan a nuestros dos oradores, Philippe Morel y Osvaldo Philippe. Satur ha aceptado ayudarnos a proporcionar traducción simultánea. Buenas tardes. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir grâce à une conjonction planétaire extraordinaire, celle de Jupiter et Saturne, qui a eu lieu en fin d'année 2020. Deux astronomes amateurs l'ont immortalisé sous un angle artistique pour l'un et scientifique pour l'autre. Ces photos ont suscité beaucoup d'intérêt dans des domaines très différents et ont servi d'alibi à Osvaldo Philippe, membre de l'Astro Sedatenea, et Philippe Morel, président de l'Astro-Club de France, pour se rencontrer et échanger sur leurs techniques. Ces photos ont suscité beaucoup d'intérêt dans des domaines très différents et ont servi d'alibi à Osvaldo Philippe, membre de l'Astro Sedatenea, et Philippe Morel, président de l'Astro-Club de France, pour se rencontrer et échanger sur leurs techniques. Philippe Morel ouvre la soirée, suivi de Osvaldo Philippe. Précédant leur intervention, nous vous dresserons un portrait de chacun d'eux en français et en espagnol. Leur exposé sera suivi d'un débat alimenté par vos questions posées via le chat. L'astronomie ne connaît pas de frontières et nous offre une belle occasion de partager nos connaissances. La conjonction de deux cultures et de deux visions cimentées par une même passion augure une soirée passionnante tant sur le plan esthétique que sur le plan technique. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Un saludo a todas y todos. Nos encontramos esta noche gracias a una conjunción planetaria extraordinaria, la de Júpiter y Saturno, que tuvo lugar a finales de 2020. Dos astrónomos amateur la inmortalizaron con una visión artística por un lado y desde un punto de vista más científico por otro. Ambas fotos han generado mucho interés por diversas razones y han servido de excusa a Osvaldo Philippe, socio de Astro Sedatenea, y Philippe Morel, presidente del Astro-Club de France, para encontrarse e intercambiar pareceres sobre sus diferentes técnicas. Philippe Morel abrirá la velada, seguido de Osvaldo Philippe. Haremos una breve presentación de cada uno de ellos, en francés y en español, antes de su intervención. Después de las charlas, abriremos un debate y terminaremos dando paso a las preguntas recogidas en el chat. La astronomía no conoce fronteras y nos ofrece una buena ocasión de compartir el saber. La conjunción de dos culturas y dos visiones unidas por una misma pasión. Nos espera una noche fantástica, tanto en el plano estético como técnico. Os deseamos una excelente velada. J'ai le plaisir de vous présenter Philippe Morel, connu dans le monde de l'astronomie amateur et professionnelle, puisqu'il a été président de la Société astronomique de France durant une décennie et est actuellement président de l'ACF, dont le siège est l'observatoire Charles Fehrenbach, observatoire qu'il a imaginé et créé à Prich. Féru d'astronomie depuis son plus jeune âge, Philippe s'est illustré dans de nombreux domaines. Ses centres d'intérêt sont variés, de l'optique astronomique à l'astrodessin, de l'observation de comètes et du ciel profond à l'imagerie, en passant par l'histoire de l'astronomie et la diffusion des connaissances auprès du public. Il a d'ailleurs publié dans de nombreux magazines spécialisés. Philippe a un faible pour Camille Flammarion, dont il a dévoré les œuvres et a lui-même écrit et coécrit plusieurs ouvrages. Son parcours a été jalonné de belles rencontres, particulièrement celle de Pierre Bourges, qu'il a initié et guidé, notamment au travers de voyages astronomiques. De ce lien indéfectible, Philippe a gardé une passion pour les phénomènes astronomiques et arpente le monde pour immortaliser les éclipses de lune,
de soleil et les aurores boréales. Philippe ne conçoit pas l'astronomie sans partage, et l'Observatoire Charles Fehrenbach est un lieu propice aux rencontres d'astronomes et à l'accueil d'un public passionné. Ses conférences et partages d'expériences font le bonheur des initiés comme des novices. Tengo el placer de presentaros a Philippe Morel, conocido en el mundo de la astronomía amateur y profesional. Fue presidente de la Sociedad Astronómica de Francia durante una década y actualmente es presidente de Astroclub de France, con sede en el Observatorio Charles Fehrenbach, observatorio que imaginó y creó en Prix. Entusiasta de la astronomía desde muy joven, Philippe ha estudiado aspectos muy diversos, desde la óptica astronómica hasta el dibujo de astros, la observación de cometas y el cielo profundo, la toma de imágenes, pasando por la historia de la astronomía y la divulgación del conocimiento al público en general. Muchas de sus publicaciones han aparecido en revistas especializadas. Philippe tiene debilidad por Camille Flammarion, cuyas obras devoró y han servido de inspiración para sus propias creaciones. Su carrera ha estado marcada por grandes encuentros, en particular el de Pierre Bourges, quien lo inició y guió a lo largo de varios viajes astronómicos. A partir de este vínculo inquebrantable, Philippe ha mantenido una pasión por los fenómenos astronómicos y viaja por el mundo para inmortalizar los eclipses solares, lunares y las auroras boreales. Philippe no concibe la astronomía sin compartir, siendo el Observatorio Charles Fehrenbach un lugar propicio para encuentros con astrónomos y recibir a un público apasionado. Sus conferencias y el intercambio de experiencias deleitan tanto a iniciados como debutantes. Bonsoir à tous, buenas tardes a todos. C'est un grand plaisir pour moi que de participer à cette réunion puisque nous allons comparer et apprécier deux images, dont la mienne qui est une image qui n'a pas grand-chose de très esthétique et c'est une très bonne idée de l'avoir mise en parallèle à celle d'Osvaldo qui, elle, est beaucoup plus esthétique. Es un placer para mí poder participar en este encuentro en el que podemos ver dos fotografías, la mía que no es ni mucho menos estética, pero que es una buena ocasión para poderla comparar con la de Osvaldo, que es realmente muy bonita y muy estética. Le but pour ma part était de tester, d'essayer une technique de traitement d'image un petit peu originale, dont le but était de faire ressortir le maximum de satellites et d'étoiles d'un champ qui était situé pas très haut sur l'horizon. El objetivo era probar un tratamiento informático diferente para poder resaltar aquellos satélites que no son muy brillantes y mucho menos a una altura sobre el horizonte bastante baja. La technique utilisée est une technique qu'on trouve dans Photoshop, qui est le virage HDR, qui est une technique très performante pour faire ressortir les très faibles contrastes, entre autres. La técnica que he utilizado está en Photoshop y se basa en el efecto HDR, que permite, tiene unas prestaciones muy importantes para resaltar los contrastes débiles. Et vous avez sur la diapositive un exemple d'utilisation sur l'éclipse totale de soleil du 2 juillet 2019, éclipse que j'ai eu le bonheur d'aller observer donc en Argentine, avec deux téléobjectifs montés en parallèle. Ce sont des MTO de 500 mm de focale ou Vera 6.3, l'un équipé d'un appareil photographique Sony Alpha 7S pour les faibles lumières et la couronne périphérique, et l'autre d'un Sony Alpha 7R qui est beaucoup plus fait pour la haute résolution, mais beaucoup moins sensible à la lumière, tout ceci pour les images près du bord du soleil, près du limbe de la Lune aussi. Un ejemplo de lo que es capaz de hacer este efecto HDR lo vemos sobre esta imagen, que es del eclipse de sol que tuve la oportunidad de presenciar el 2 de julio de 2019 en Argentina, en la que tenía dos objetivos puestos en paralelo. Uno de 500 milímetros de focal y 6,3 de apertura, y con cámaras
Sony Alpha 7S y Sony Alpha 7R, una de ellas para recoger mejor los efectos de alrededor, y la 7R para los efectos más luminosos. L'avantage par rapport à la méthode classique des gradients rotationnels pour les éclipses, c'est que le virage HDR permet de faire ressortir beaucoup plus d'étoiles sur le fond du ciel. Et il faut savoir que cette totalité était à 9 degrés au-dessus de l'horizon et que sur l'image de pleine résolution, on ne compte pas moins de 14 étoiles sur le fond du ciel. Una de las ventajas de este efecto HDR con respecto a otros que se puede utilizar es que saca bien esas estrellas de fondo. Por ejemplo, en esta imagen que está a 9 grados sobre el horizonte solamente, porque la totalidad fue a esa altura, se llegan a ver 14 estrellas en el fondo. Alors naturellement, cette technique du virage HDR, comme la technique de l'HDR d'ailleurs, la différence entre les deux, c'est que le virage HDR se fait sur une image unique et que la technique HDR classique se fait sur un ensemble d'images. Et bien, elle permet de faire ressortir aussi les éléments qui sont très très faiblement lumineux. La diferencia entre este efecto HDR y el clásico HDR es que se puede hacer sobre una única imagen, mientras que en el otro se usaban varias imágenes. Y nos permite una vez más, como digo, el sacar a la luz esos efectos y contrastes muy muy débiles. Alors quand je dis image unique, évidemment, ça peut être une image qui est le résultat d'une addition de plusieurs images brutes, donc un compositage. Cuando digo una imagen única, puede ser evidentemente una imagen que ha sido compuesta por varias imágenes, como un puzzle. Là, vous avez un exemple d'utilisation sur la comète Neowise, qui, à l'inverse de la technique utilisée pour les comètes, qui est aussi une technique de gradient rotationnel, là, cette technique permet de mettre en évidence les structures très faibles de la chevelure et de la queue proximale, tout en gardant l'image de la trace des étoiles en positif. Este es un ejemplo del cometa Neowise en el que, a diferencia de la técnica de los rotacionales, de algunos técnicos, se pueden ver muy bien los contrastes entre el núcleo y la cola al tiempo que se ven esas estrellas de fondo que se mueven. Un autre exemple d'utilisation de cette technique sur un compositage d'environ 150 images du cirque Copernic d'une séquence de 3500 images. Celle-ci réalisée avec 7,20 m focale avec un Celestron 14. Este es otro ejemplo de un cráter de la Luna hecho con un C14 en el que hay varias imágenes apiladas y también vemos cómo se contrastan esos detalles finos. Donc, en résumé, on augmente les très faibles détails du point de vue contraste et on fait sortir donc du bruit de fond des étoiles qui sont beaucoup plus faibles que par d'autres techniques. Podemos resumir que se consigue eso, reforzar esos contrastes que son muy, muy débiles y al mismo tiempo es muy eficaz para poder sacar esas estrellas de poco brillo. S'agissant du rapprochement de la conjonction entre Jupiter et Saturne, qu'on appelle la conjonction du siècle, même si elle n'est pas tout à fait du siècle, puisque une autre conjonction à peu près aussi serrée va être observée en 2080, mais ce ne sera peut-être pas pour nous tous. Là, la photographie n'a pas été prise le jour du rapprochement maximal qui était le 21 décembre pour des raisons de nuages, et donc c'était pris la veille, donc le 20 décembre. La hauteur sur l'horizon était de 7 degrés environ. Si vamos a la foto que nos ocupa de la conjunción llamada del siglo, aunque en realidad no es exactamente del siglo, ya que en el 2080 va a haber otra con un acercamiento similar. Aquí no fue tomada exactamente el día de la máxima aproximación, el día 21, sino el día 20. Fue debido a que no había malas previsiones meteorológicas y el día 20 había un cielo suficientemente bueno. Entonces tomé esta foto
a una altura de solamente 7 grados sobre el horizonte. La météorologie n'était pas spécialement stable et facilement prévisible. Et comme nous n'avions pas de grande assurance de ciel dégagé depuis notre région qui est située près de la frontière belge, avec Jean-Pierre, Jean-Guy et d'autres amis, nous avons pris le parti de fuir les nuages, de tenter de fuir les nuages pour trouver un site avec une probabilité météo supérieure à notre site habituel. Como había mucha incertidumbre de la meteorología, es decir, de la falta de nubes en la zona en que vivimos, cercana a la frontera con Bélgica, pues decidimos, Jean-Pierre, Jean-Guy y otros amigos, de desplazarnos a esa zona que vemos en el mapa, donde las previsiones eran mucho más favorables. Et nos pérégrinations nous ont emmenés sur les côtes normandes, pas très loin de Rouen, donc juste à côté de Fécamp, au nord de Fécamp, dans un endroit de rêve qui s'appelle le Cap Fagné, qui pour une fois n'était pas trop balayé de vent. Fuimos a una zona cerca de la costa, en la costa de Normandía, un lugar precioso y que afortunadamente no estaba demasiado, no hacía demasiado viento. Alors vous voyez que la météorologie était bien favorable toute la journée du vent, on a eu un très beau temps, et là vers 4 heures de l'après-midi, nous avons eu une grosse frayeur, puisque nous avons vu arriver, ici, donc en 15 heures en temps universel, donc 16 heures heure légale, nous avons vu arriver cette magnifique bande de nuages, nous on était là, donc elle se rapprochait, on l'a vu monter, et on s'est dit c'est raté, et on a eu, on va dire, une petite frayeur. Cuando observamos estas imágenes de la predicción meteorológica y vimos como en la imagen del medio que a las 15 horas llegaba esa banda nubosa, dijimos no vamos a poder esto, y la verdad es que nos inquietamos mucho. Et à 17 heures à peu près à l'heure du coucher du soleil, vous voyez que la bande de nuages arrivait sur l'estuaire de la Seine, c'était à moins de 30 km à vol d'oiseau de là où nous nous trouvions. Et par miracle, pendant le moment intéressant pour nous, ces nuages se sont reculés suffisamment pour qu'on puisse observer donc Jupiter et Saturne quasiment jusqu'à l'horizon. En la imagen de arriba a la derecha, 16 tiempo universal, 5 de la tarde hora civil, pues veíamos que las nubes llegaban a escasamente 30 kilómetros al estuario del Sena, 30 kilómetros de donde estábamos nosotros. Milagrosamente a las 6 de la tarde, que era la hora interesante para nosotros, el cielo estaba descubierto, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, y pudimos observar la conjunción. Et puis au final, si on était resté chez nous, c'est-à-dire là où je mets à peu près la flèche, on aurait eu un phénomène aussi dégagé qu'on l'a eu en Normandie. Mais ça nous a fait une petite virée très sympathique. Y nos dimos cuenta de que si nos hubiéramos quedado en casa, que era allí junto a la frontera belga, habíamos tenido un cielo tan bueno como el que tuvimos aquí y no habríamos tenido que mover, pero por lo menos fue la excusa para tener un viaje agradable y una bonita experiencia. Alors nous voilà sur le terrain d'observation, d'autres images sont passées dans le diaporama d'attente. Donc, entre autres, donc ici un LX200 de 250 mm de diamètre en ACF, celui de Jean-Pierre. Moi, j'avais emmené un C925, donc 235 mm de diamètre sur une monture CGEM. Et le boîtier derrière, c'est un Alpha 7S. Et ici, donc ça, c'est la lunette de Jean-Guy. Donc tout le monde était bien sûr concentré sur le phénomène. Et vous voyez que la bande de nuages qu'on a vue sur les images satellites, elle était quand même bien présente au-dessus de l'horizon sud, au début du phénomène. Una imagen de nuestro campo de observación en el que al fondo vemos las nubes que llegaban, inquietos de lo que podía pasar. Philippe, s'il te plaît, tu peux répéter en parlant les matériels que... Oui, alors donc, ici c'est un C925, donc 235 mm de diamètre en Schmidt-Cassegrain. Este es un C925, es decir, unos 300 y algo milímetros, Schmidt-Cassegrain. Et qui a servi à réaliser les images que je vais vous présenter après. Que es con el que se hicieron las imágenes que vamos a ver ahora. Au milieu, donc, c'est un MID-LX 200 de 250 mm de diamètre en ACF, donc c'est le télescope de Jean-Pierre.
un LX 200 de 250 milímetros en ACF, es el telescopio de Jean-Pierre. Et là, c'est la lunette de 127 mm de diamètre de Jean-Guy. Y ese es un refractor de 127 milímetros, propiedad de Jean-Guy. Et entre donc Jean-Guy et Jean-Pierre, nous avons Christine qui était notre assistante technique. En medio de Jean-Pierre y Jean-Guy, pues vemos a Christine, que era nuestra asistente técnica. Donc voilà donc quelques-unes des images empilées, j'en ai mis 11. Ce sont 11 poses de 3,2 secondes à 3200 ISO, donc au foyer du télescope de 235, donc à 2350 mm de focale. Aquí tenemos la imagen de apilar 11 imágenes de 3,2 segundos de exposición con el telescopio de 9,25 pulgadas, el C925 que hemos visto antes, y a una ISO de 3200. Et c'est cette image donc qui est un compositage de 11 images élémentaires qui va servir à faire la manipulation pour le virage HDR. Y esta imagen, formada por 11 imágenes previas, es la que nos sirve para hacer el efecto HDR, para utilizar el efecto HDR y ver lo que se consigue con ella. Le virage HDR, on le trouve facilement dans Photoshop à partir de l'onglet Images Réglages, et tout en bas de l'onglet Réglages, il y a une fenêtre qui s'ouvre et sur laquelle on trouve sur la droite le virage HDR. Et quand on ouvre le virage HDR, la fenêtre se présente comme ce qu'on voit sur la partie gauche de l'écran, avec des curseurs qui sont pré-réglés. Et quand on a lancé l'image et qu'on ouvre la fenêtre, on a sur l'écran la transformation de l'image avec ses paramètres moyens du réglage HDR qui correspond à l'adaptation locale. Alors, vous voyez quelques onglets importants qu'on va détailler. En Photoshop es fácil encontrar en imágenes reglaje la utilidad del efecto HDR. Al abrirla aparece con una serie de reglajes de base. Ya aparece la imagen aplicando esos reglajes y ahora vamos a ir uno por uno detallando qué es lo que hacen. Alors, le but étant d'extraire les étoiles les plus faibles possibles, je n'ai pas fait de flat, de dark et d'autres choses pour corriger l'image. Le but n'étant pas de faire une image corrigée puisque les mesures photométriques ni astrométriques n'étaient pas à l'ordre du jour. Et le but était de pouvoir sortir le maximum du signal des images brutes. Como el objetivo era de intentar sacar el mayor número de estrellas de fondo posible, de puntos, de satélites, del menor brillo posible, sacarlos, entonces no utilicé ni flat ni dark, teniendo en cuenta también que en ningún momento esta imagen iba a ser utilizada ni para hacer fotometría ni astrometría. Dans le réglage de l'adaptation locale sur le HDR, le plus important à régler, c'est ce que je vous montre ici, c'est-à-dire le ton et le détail. Esos tres primeros cursores son los más importantes, son los que más efecto producen. Le détail va vous sortir les plus fins détails de l'image et aussi du bruit de fond. Donc, il faut savoir le régler au maximum de ce qui est possible, mais à condition de pouvoir gérer donc le bruit de fond pour ne pas renforcer des détails qui ne correspondent pas à des étoiles, en l'occurrence sur cette image. El detalle es el que más objetos y estrellas va a hacer salir del fondo, pero también es el que va a aumentar con mucho el ruido de fondo. Por tanto, hay que conseguir encontrar el equilibrio para evitar que no veamos puntos que no son reales, sino que son ruido. Quand on va augmenter les détails, qu'on les pousse à 100%, il est possible que l'exposition générale de l'image subisse une augmentation et que le gamma soit modifié. Donc, on commence par augmenter les détails le plus fort possible, éventuellement jusqu'à 100%, et ensuite il faut jouer sur l'exposition et sur le gamma pour rééquilibrer l'image. Cuando ponemos el detalle al 100%, exposición y gamma se modifican también. Entonces, normalmente empiezo por subir el detalle a ese 100% y luego voy bajando la exposición y el gamma para ver cómo evoluciona la imagen. Pour mettre mieux en évidence
les petits détails extraits, il y a possibilité de créer une zone moins exposée autour des détails sortis en jouant sur le rayon et sur l'intensité donc de la lueur de contour. Et en jouant là-dessus, on peut sortir des étoiles très très faibles qui n'apparaissent pas forcément au premier coup d'œil. Con los dos primeros cursores del radio y el segundo cursor se puede conseguir también sacar esos pequeños detalles en zonas concretas. Ensuite, les paramètres avancés, en gros, on peut les oublier. Ils ne sont pas d'une utilité absolument patente et évidente. Je vous dirai peut-être plus ça dans quelques mois quand j'aurai encore plus exploré la technique. Mais pour le but recherché pour l'image de ce soir, ce sont des paramètres qui n'ont pas beaucoup d'importance. Los parámetros avanzados yo no los utilicé, no veo de momento grandes modificaciones en la imagen. Tal vez de aquí a unos meses, si sigo practicando la técnica, podré contaros algo más de cómo van, pero de momento no puedo deciros nada más sobre ellos. Premier virage HDR, donc les détails sont poussés à 300%. L'exposition a été baissée d'un facteur moins 1,67 et le gamma est resté identique. Et le rayon donc diminué de façon à ce que l'effet de halo soit quand même pas trop important. Et l'intensité de l'effet de lueur a été poussée un petit peu de façon à donner des zones un peu plus sombres autour des détails qui sont sortis. Et vous voyez que par rapport à la précédente, on verra la superposition après, vous voyez que quand même ça sort de façon assez évidente. Aquí vemos cómo ha cambiado tras haber subido el detalle al 100%, haber bajado un poco la exposición y no haber tocado el gamma. Y también en los dos cursores de arriba, el radio nos ha permitido que el halo alrededor reducirlo, y el segundo cursor ha permitido que sea más oscuro lo que hay alrededor. Por tanto, de esa manera quedan más remarcados cada punto de luz. Alors vous voyez qu'on a quand même encore un gap important entre les étoiles sorties et le fond du ciel. On arrive quand même à les différencier encore relativement bien du fond du ciel. Donc il n'est pas interdit de recommencer la manœuvre et de refaire un virage HDR sur cette image-là. Teniendo en cuenta que aquí podemos ver la diferencia entre los puntos que vemos y las estrellas de fondo de cielo, esto nos permite, sin desvirtuar nada, seguir haciendo otro efecto HDR para intentar sacar más estrellas de fondo de cielo. Alors avant de refaire cette manip, là vous avez en haut à gauche l'image d'origine, le compositage des 11 images brutes et le résultat du premier virage HDR en bas et à droite. Aquí podemos ver claramente la comparación entre la imagen inicial del apilado de las 11 primeras tomas con los reglajes iniciales, y a la derecha como después de haber utilizado el efecto HDR lo que se ha conseguido. Encore une fois, nous étions à peu près 7 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon. Teniendo en cuenta que todas estas observaciones hechas a 7 grados sobre el horizonte. Nous allons donc prendre cette image qui a subi le premier virage HDR et réouvrir la fenêtre virage HDR de Photoshop avec ses paramètres de base. Et vous voyez ce qu'elle donne. Donc une image beaucoup trop claire et une image de laquelle on peut manifestement encore extraire des choses. Cogiendo la imagen en la que hemos hecho ya un primer efecto HDR, podemos volverla a abrir y abrir de nuevo la ventana de ese efecto HDR. Esta es la imagen que nos da y en la que podemos seguir trabajando. Donc, on refait un réglage équivalent au précédent, il est très voisin en fait. Donc en poussant les détails au maximum, alors bien sûr l'image est un petit peu plus bruitée sur le fond, c'est normal, mais vous voyez encore que les étoiles se différencient encore et que des nouvelles, des toutes petites apparaissent, et c'est ces étoiles-là qu'ensuite on va identifier. Haciendo un reglaje similar a la primera vez, aumentando el detalle al 100%, bajando la exposición, vemos como el ruido ha aumentado, el ruido de fondo ha aumentado, pero las estrellas de fondo que queríamos sacar se resaltan claramente sobre ese ruido. Nous avons en haut à gauche
l'image de départ, donc le compositage des 11 images élémentaires, et en bas, le résultat après deux virages HDR. Una vez más, la comparación entre la imagen de la izquierda arriba, la inicial, del apilado de las 11 primeras imágenes, y a la derecha abajo, aquella que resulta después del la segunda aplicación del efecto HDR. Alors le but étant bien sûr, puisque l'occasion était historique, de pouvoir récupérer le maximum de satellites sur un même plan image, un même cadrage. C'était aussi le but de la manœuvre. El objetivo, debido a la ocasión única de la conjunción, era también de poder sacar en el mismo campo el mayor número posible de satélites. Donc là, si on représente en grand l'image avec un petit passage sur les niveaux, de façon à assombrir le fond de ciel sans éteindre les étoiles, de façon même à surexposer, on va dire, le niveau de brillance de Jupiter et de Saturne, peu importe, le propos n'était pas de faire des détails sur Jupiter et ni Saturne, on met maintenant en évidence toutes les étoiles du champ, il y en a 74. Y aquí tenemos la imagen anterior, pero en la que hemos hecho unos últimos ajustes muy normales en Photoshop, quemando, digamos, Júpiter y Saturno, pero bueno, no era el objetivo de sacar la imagen de Júpiter y Saturno, sino la de sacar esas estrellas y objetos de fondo. Y al final han aparecido, pardon Philippe, 74. 74 étoiles en plus des satélites. 64 estrellas además de los satélites. No, perdón, 74 entre estrellas y satélites. Non, il y a 74 étoiles et il y a 11 ou 12 satellites. Ah, d'accord, ok. Perdón, son 74 estrellas de fondo y 11 o 12 satélites. Là maintenant, on va aller chercher quoi appartient à qui. Et donc, on peut identifier sur Jupiter les satellites, les 4 principaux satellites. Malheureusement, on aurait pu en avoir un 5e, c'était Amalthée, mais elle était beaucoup trop proche de Jupiter, donc impossible à sortir du fond de ciel. Mais si Amalthée avait été à l'élongation maximale, elle serait probablement sortie en plus. Ahora llega el momento de identificar todos esos puntos, empezando por los satélites de Júpiter, donde vemos los 4 principales. Podíamos haber tenido Amalthea también, pero estaba demasiado cercano a Júpiter y no conseguimos sacarlo. Pour sortir Io, qui est mangé sur une image HDR par le halo de Jupiter, il suffit de prendre l'image d'origine, de la traiter au moyen de l'échelle de niveau, de façon à éteindre au maximum le halo pour qu'on puisse avoir Io et Europe visibles. Et il suffit ensuite de coller ce morceau d'image ici en prenant pour référence le centre de l'image d'Europe de façon à remettre Io à sa place qui est ici quelque part. Para conseguir sacar Io con lo cercano que estaba, lo que hice fue coger la imagen próxima la imagen de Júpiter, tratarlo solamente esa parte para que el halo alrededor fuera el mínimo posible y que la oscuridad fuera la máxima posible, de forma que saliera Io, y después coger esa parte de Júpiter y pegarla en la imagen de la derecha. Donc par rapport à Saturne, là, bonne surprise, Hyperion est très bien sorti, malgré sa magnitude de 14,7. En el caso de Saturno, una sorpresa interesante fue que Hyperion, a pesar de tener una magnitud de 14,7, es visible en la fotografía. Et ensuite, on avait fait B ici, pour lequel j'avais mis un point d'interrogation à l'époque où cette image a été faite, mais on peut retirer le point d'interrogation parce qu'effectivement, il était authentifié, il devait être de magnitude 15,3. Y fue B de magnitud 15,3. Cuando edité la fotografía puse un punto de interrogación porque no estaba muy seguro, pero he comprobado y sí, ahí está fue B. Alors, on a ici l'image de Mimas. Là, la flèche n'est pas tout à fait bien placée. En fait, Mimas est juste là. Et on a Dionée qui est ici, juste à la lisière du halo de Saturne. Donc là, ce sont des satellites qui ont aussi une magnitude qui est de l'ordre de 11 à peu près, 11,5, donc à proximité immédiate de la brillante Saturne. Donc
c'est quand même intéressant de pouvoir avoir, par cette technique, de pouvoir ressortir ce genre de choses aussi près d'un astre brillant. Otro ejemplo también del interés de esta técnica es poder sacar tan cerca del halo de Saturno satélites como Mimas o Dione con magnitudes de 11 u 11 y medio y poder verlos porque están ahí y poderlos sacar en la photo. Et si on prend l'ensemble du champ, en faisant la découpe des parties qui sont partiellement exposées dues au fait que l'entraînement équatorial n'était pas forcément très bien pointé puisqu'on n'a pas pu faire de pointage polaire puisqu'il faisait jour et que les boussoles n'étaient pas forcément très précises, et bien on arrive quand même, par ces 11 images de 3,2 secondes, ce qui fait à peu près 35 secondes de pause, à 3200 ISO, avec un APN, on a une magnitude limite qui est de l'ordre de 14,7-15 à peu près. Et on peut peut-être encore en tirer un petit peu plus en forçant encore la technique, mais ça je l'ai pas encore fait parce qu'il y a encore des étoiles qui peuvent sortir, qu'il faut identifier. Bon, c'est-à-dire que pour l'identification, j'utilise le logiciel Guide qui va jusqu'à la magnitude 15 à peu près. Donc s'il y a des étoiles plus faibles, il faut aller les chercher sur des serveurs de cartographie style Aladdin, par exemple. Si vemos ya la imagen completa, aquí podemos ver cómo hemos podido sacar estrellas de fondo de magnitudes 11, 12, incluso 14, utilizando 11 tomas de 3,2 segundos, es decir, algo más de 35 segundos de exposición total a 3200 ISO y con una cámara normal, no es con una cámara de foto normal a foco primario del telescopio, claro, del C925. Y esto era el objeto de la utilización de esta técnica. Voilà, c'est la dernière diapo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis gracias por su atención. Muchas gracias, esta ha sido la última diapositiva y damos paso gracias a Philippe y damos paso a la presentación de Osvaldo Felipe. J'ai le plaisir de vous présenter Osvaldo Felipe. Osvaldo est un artiste accompli. Il est membre d'une compagnie de théâtre à Saragosse depuis 1989 et présentateur d'un club de cinéma, la Linterna Mágica. Brillant, agile, ingénieux, il jongle avec les quilles aussi bien qu'avec les mots. Il fait rire sous ses traits de clown et n'a pas son pareil pour conter les histoires. Le cirque est une école exigeante et Osvaldo a très vite reçu une reconnaissance nationale et internationale. Fort de son expérience, Osvaldo a mis son talent, avec brio, au service de la science. Il devient vulgarisateur scientifique et crée 2 compositions théâtrales, Oendas et Un salto de gigantes, que les écoles, collèges, bibliothèques, universités, théâtres plébiscitent. Curieux de nature et passionné d'astronomie, il acquiert son premier télescope et tombe sur le charme de Jupiter et de ses satellites, à l'instar de Galilée, envers qui il voue une véritable admiration. La photographie des nébuleuses et autres objets célestes devient son terrain de jeu favori, et jamais à court d'idées, il crée une pièce mêlant astronomie et humour, intitulée Garbeo Cosmico, parcours cosmique, illustrée de ses propres astrophotographies. Nous sommes honorés de sa venue ce soir et ravis d'assister à son exposé qui sera sans nul doute, à son image originale et passionnant. Tengo el placer de presentaros a Osvaldo Felipe, un artista de los pies a la cabeza. Miembro de la compañía de teatro PAI de Zaragoza desde 1989 y presentador del club de cine La Linterna Mágica. Brillante, ágil, ingenioso, maneja los malabares con tanta maestría como las palabras. Despierta risas por sus formas de clown y no tiene igual para contar historias. El circo es una escuela exigente y Osvaldo ha conseguido reconocimiento nacional y más allá de nuestras fronteras. Apoyado en su experiencia,
Osvaldo pone su talento al servicio de la ciencia. Nace su faceta de divulgador científico y crea 2 espectáculos teatrales, O Ondas y Un Salto de Gigante, que escuelas, institutos, bibliotecas, universidades, teatros reciben con agrado. Curioso de la naturaleza y apasionado por la astronomía, adquiere su primer telescopio y cae rendido ante el encanto de Júpiter y sus satélites. Profesa una gran admiración por la figura de Galileo. La fotografía de nebulosas y otros objetos celestes se convierten en su terreno de juego favorito, y nunca falto de ideas, crea una pieza de teatro combinando astronomía y humor, titulada Garbeo Cósmico, Parcours Cosmique, en la que muestra sus propias astrofotografías. Tenemos el honor de contar con su presencia esta noche y de escuchar su charla, que será como él, original y apasionante. Bueno, pues muy buenas noches, bonsoir a tous. Estoy yo también muy contento y muy agradecido por participar en esta triple conjunción. Je suis très content et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette triple conjonction. Por un lado, la conjunción de Júpiter y Saturno. D'un côté, celle de Júpiter-Saturne. Por otro lado, la conjunción de nuestras agrupaciones a los 2 lados del Pirineo. Aussi la conjonction de nos asociations, de nos clubs d'astronomie de 2 côtés des Pyrénées. Y finalmente, la conjunción de un Felipe y un Philippe. Et finalement, la conjonction d'un Felipe avec un Philippe. Y os enseño mi punto de observación. Mi punto de observación es Muel, es un pueblo a 25 kilómetros al sur de Zaragoza. Voilà, c'est le point d'observation, c'est là où j'ai fait les observations. Ça s'appelle Muel, à 25 km au sud de Zaragoza. Es una terraza que tiene muy buena panorámica celeste, con algo de contaminación lumínica, pero con el inconveniente de que no es un observatorio y hay que hacer la puesta en estación cada noche. Voilà, c'est une terrasse avec une belle vue, avec un peu de pollution lumineuse. Et voilà, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de... c'est pas un point fixe, donc il faut faire la mise en station tous les soirs. Y el día de la conjunción iba a haber muy poco tiempo para hacer la puesta en estación antes de la toma. Le jour même de la conjonction, le temps pour faire la mise en station, c'était pas évident. Il y aurait très peu de temps. El día antes de la conjunción, que fue el día que Philippe y sus colegas hicieron la foto, yo quería, para planificarla, quería motivarme, empaparme de ese evento único. C'est pour ça que la veille, les jours même que Philippe et tous les collègues de l'Astroclub de France ont fait la photo, j'aimais bien ressentir qu'est-ce que c'était de regarder ces phénomènes. Y para empaparme, esto yo lo hago en visual, no en fotografía. Y es como el cine y el teatro. En el cine puedo ver primeros planos fantásticos, pero en el teatro los actores están en ese instante ahí delante. Et pour faire ça, je dois le faire en visuel. C'est un peu comme ce qui se passe avec le cinéma et le théâtre. Dans le cinéma, on peut voir les premiers plans, tous les détails, mais dans le théâtre, on peut voir les acteurs dans ces mêmes instants, parce qu'ils sont là. Donc c'est pour ça que j'utilise les visuels pour faire ce type de choses. Y para mí, para visual, lo mejor es el equipo en Dobson, en una montura totalmente manual. Donc pour regarder en visuel, le plus pratique de mon point de vue, c'est la monture Dobson, en équipe comme celui-ci. Esto me permite ver la conjunción de día, y después de haber visto a los actores en el ensayo general, estamos en el día de antes, ya puse la cámara en el telescopio y grabé esta toma todavía con luz de día. Avec l'utilisation de cette option, j'ai vu les acteurs même avec la lumière de jour.
Donc, une fois que je les ai bien ciblés et tout ça, j'ai fait même ces vidéos. J'ai installé la caméra et j'ai fait ces vidéos pour avoir une première approche de ce qu'on pouvait voir en imagerie. Y fijaos en la diferencia de luminosidad entre Júpiter y Saturno. Esto iba a ser un problema después. On peut voir dans ces cas-là l'écart si important de luminosité entre Jupiter en bas à droite et Saturne en haut à gauche. Donc ça peut être un problème après, ça sera un problème après. Y haciendo foto, con ese mismo equipo, esto es lo que conseguimos. Una foto de poca resolución y con falta de seguimiento. Avec le même matériel, j'ai fait cette photo dans laquelle on peut voir très peu de contraste, très peu le suivi n'était pas terrible. Et voilà, c'est que j'avais obtenu. Entonces, bueno, había que planificar algo más serio. Y comprobé con el equipo que tengo de fotografía, que es el Maxutov 150-1800 y una cámara de planetaria, que el encuadre podía ser perfecto. Alors j'ai vérifié qu'avec les matériels que j'utilise habituellement pour la photo, un Maxutov de 150-1800 et une caméra CWO ASI 385, que l'encadrement pourrait être, les cadrages, pardon, pourrait être très très joli et très très bon. Pero fijaos en la altitud que iba a tener en la hora que iba a hacer la foto sobre el horizonte, 12 grados. Mais attention, tout ça avec une altitude sur l'horizon de 12 degrés. Así que la proeza de nuestros colegas franceses con solo 7 grados es impresionante. Tout ça pour dire que des côtés du nord de la France, faire tout ça tout simplement à 7 degrés de l'horizon, c'est vraiment de l'admiration, impressionnant. Y esto, el inconveniente que tiene es que la turbulencia y la dispersión atmosférica afectan muchísimo a la nitidez. Bien évidemment, quand on est assez si proche de l'horizon, la turbulence et la dispersion atmosphérique ont une influence très très forte pour avoir une image très 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 claire, très bien contrastée. Y a esta altura, hacer una foto es como tener que atravesar 5 veces la atmósfera. Tout simplement parce que c'est comme il faut traverser 5 fois l'épaisseur de l'atmosphère par rapport à si on regarde vers le zénith. Y llega el momento de la verdad. Saqué todo el equipo. Voilà, à un moment donné, c'est le moment de la vérité. Bon, j'ai mis dans ma terrasse tout le matériel. El cielo estaba nublado, pero la previsión decía que tras la puesta de sol se despejaría. Le ciel était couvert, mais il y avait une prédiction météorologique intéressante, que ça allait se dégager après que le soleil ait déjà disparu. Para visual tenía el Dobson. Le Dobson pour visuel, des jumelles pour le visuel aussi. Y para foto, la cámara reflex con teleobjetivo 70-300. Une caméra avec un téléobjectif 70-300. Y el Maxutov en montura ecuatorial. Et mon télescope Maxutov sur une monture équatoriale. El telescopio hay que ajustarlo hacia la polar para que haga un seguimiento correcto y no tener que estar todo el rato buscando los planetas. Y esto iba a ser un problema porque no iba a ver la estrella polar antes del momento que quería hacer la foto. Pour faire le bon suivi, comme vous savez, il faut bien faire la mise en station de la monture, ça veut dire de pointer vers l'étoile polaire. Mais comme tout ça, on devrait le faire avec la lumière du jour, on ne pouvait pas voir l'étoile polaire. Donc,
c'était une inquiétude. Pero bueno, lo hice a ojo, tuve suerte, la suerte me acompañó y salió bien la puesta en estación. Je l'ai fait comme je connais mon observatoire, l'orientation, je l'ai fait plus ou moins au pif. Et voilà, après le résultat, j'ai vu que c'était pas du tout, c'était pas mal. La parte de la derecha, acoplada al telescopio, es la cámara planetaria. Es como una webcam con más posibilidades, que se controla desde el ordenador. Ici, on peut voir la caméra que j'utilise pour faire les photos de planétaires. C'est une espèce de webcam, mais avec beaucoup plus de possibilités, bien sûr. Y la parte de la izquierda es un corrector de dispersión atmosférica. Et à gauche, toute la partie noire, c'est un correcteur de dispersion atmosphérique. ¿Esto qué es? La luz, al atravesar la atmósfera, se dispersa y sus componentes roja y azul no llegan al mismo punto. Y esto produce unas imágenes que no son nítidas. Il faut tenir en compte que quand la lumière va passer l'atmosphère, il y a une dispersion et les longueurs d'onde rouge et bleu n'ont pas la même déviation, donc ils ne vont pas arriver au foyer de la même façon. Donc ça va nous donner des images qui ne sont pas très très nettes. Y esto tiene dos prismas que lo corriges manualmente y cuando los planetas están bajos, pues es una ayuda descomunal. Donc à l'aide de deux prismes qui sont sur ces correcteurs, on peut les manipuler manuellement et c'est vraiment une aide très très importante quand les planètes sont très proches de l'horizon. Y a la hora de la puesta de sol teníamos este panorama en el cielo. Voilà la vision proche des couchers de soleil. 12 minutos después, ya la función tenía todos los puntos para ser un drama o una tragedia. 12 minutes après, on était en train d'annoncer la suspension de la fonction de théâtre. Pero plutôt un drame. Y a las 6:20 se cumplió la previsión y se despejó y solo quedaban algunas nubes altas. Et voilà, il faut faire confiance aux prévisions. Et à 18h20, le ciel s'est dégagé avec quelques nuages hauts. Y esta es una primera toma de la conjunción sin telescopio, con el teleobjetivo de la cámara sobre el trípode. Voilà une première capture avec la caméra et le télé de 300 mm. Y entonces había que poner en marcha la estrategia. Había que grabar en vídeo con una técnica que se llama Look Imaging para los planetas. Donc il faut mettre en place la stratégie, enregistrer en vidéo et utiliser la technique Look Imaging, qui est très intéressant pour les planètes. Esta técnica consiste en grabar vídeos de cada uno de los planetas para seleccionar solo los fotogramas que tengan nitidez suficiente. La technique, on peut la résumer en disant qu'on enregistre chaque planète par séparé en vidéo et on sélectionne que les frames plus intéressants et mieux en qualité. Y para los satélites, pues la técnica que ha explicado Philippe con un par de segundos de exposición. Pour les satellites, on a fait des expositions très très courtes, comme Philippe a fait, avec tout simplement avec 2-3 secondes d'exposition, c'est largement suffisant. Y dada la turbulencia y lo bajos que estaban, había que utilizar la exposición lo más corta posible y no perder tiempo. Todo el proceso tenía que intentar hacerlo en menos de 15 minutos. Et en tenant compte l'auteur, il fallait faire tout le processus en 15 minutes maxi. Para la captura en el ordenador utilicé este software que permite utilizar solo una pequeña parte del sensor ajustado al planeta para captar más fotogramas por segundo. Pour la capture, j'utilisais cet logiciel qui permet de prendre une petite partie de l'image de façon à pouvoir capturer plus de frames par seconde. Entonces utilicé una ganancia alta, tiempo de exposición mínimo
y grabé bastantes vídeos de 30 segundos de duración para cada uno de los planetas. Avec un temps d'exposition minimum, j'ai enregistré des vidéos de plus de 30 secondes pour chaque planète. Y así conseguí en ese cuarto de hora 20 gigas de datos. Pendant 15 minutes, 20 gigas de données. Y al revisar los vídeos vi que solo 2 o 3 de todos los que habían hecho tenían una nitidez aceptable. Mais quand on a fait les vidéos, on a vu qu'il n'y avait que 2 ou 3 avec une définition acceptable. Y entonces utilicé este software que se llama AutoStacker, que analiza todos los fotogramas y permite apilar el porcentaje que se quiera. Y yo apilé un 15% de los fotogramas. Donc j'ai pris après le logiciel AutoStacker de façon à faire l'empilage des meilleures images. Finalement, on a utilisé que le 15% des images enregistrées. El apilado es, como ha explicado Philippe, sacar una imagen promedio para poder mejorar esa relación señal-ruido de la imagen. Donc c'est l'objectif de cet empilage d'images, c'est de trouver voilà, une image qui est moyennée de toutes les autres images pour avoir le meilleur rapport signal-bruit. Y lo pasé después por este software que se llama Registax para mejorar la nitidez de cada uno de los planetas. Cette image, j'ai utilisé après avec Registax pour augmenter la netteté, on va dire, la netteté de deux planètes. Es como para hacer un enfoque en distintas frecuencias, lo que se llama ajuste de wavelets o ondículas. On fait une mise au point dans différentes longueurs, on va dire. C'est ça qu'on appelle les wavelets ou ondículas. Y finalmente la composición y el equilibrado final de la imagen lo hice en Photoshop, porque en la foto del conjunto los planetas, como se ha visto en la foto de Philippe, salen quemados. Entonces sustituí cada planeta por el que estaba quemado en la imagen donde estaban los satélites. Y on a fait la composition finale avec Photoshop. Pas de l'image complète, parce que comme on a pu voir sur l'image de Philippe Morel, les planètes normalement sont brûlées. Donc il fallait faire la composition des planètes d'un côté, les étoiles de l'autre côté, les satellites, et les mettre après les planètes à sa place. Y después de unas 3 horas de trabajo, pues ya tuve mi imagen final, que es muy parecido a lo que yo podría ver con el ojo en el ocular del telescopio. Et finalement, après à peu près 3 heures de travail, j'ai obtenu l'image finale, que c'est quelque chose, c'est le plus semblable à ce que j'ai pu voir à l'œil la veille avec l'adoption. Porque el ojo se adapta muchísimo mejor a las diferentes luminosidades de los objetos de lo que lo hace la cámara. On sait bien que nos yeux ne sont pas faits pour voir dans l'obscurité, mais ils s'adaptent très bien aux écarts de luminosité entre les différents points dans le champ. Por eso, esto era el objetivo. Y ahora no quiero que os perdáis otras imágenes tomadas por profesionales en condiciones más favorables. Y os invito a buscarlas porque son realmente fantásticas. Je vais comparer maintenant, bon, comparer, c'est pas exactement comparer, mais je vous invite à observer des images faites avec des matériels professionnels qu'on va voir tout à l'heure, et je vous invite à les regarder. Esta está tomada por el telescopio Herschel del Instituto Astrofísico de Canarias en La Palma, con un telescopio que tiene más de 4 metros de apertura. Es una barbaridad de telescopio. Voilà ce qu'on a fait avec le télescope Herschel à l'IAC aux Canaries, à La Palma, mais avec 4 mètres de diamètre.
tiene una resolución increíble. On peut voir que la résolution, c'est vraiment incroyable à cause de la taille, bien sûr. Esta otra es también del Instituto Astrofísico de Canarias, de Alfred Rosenberg y Daniel López, también, pero esta tomada desde Tenerife, no desde La Palma. Y esta también, cuando se ve la imagen original, tiene una nitidez también brutal. Voilà deux astronomes professionnels, mais qui ont utilisé un matériel amateur, un Vixen 260, Rosenberg et Daniel López, à l'île de Tenerife. Et quand on voit l'original, on peut voir une résolution, une netteté vraiment incroyable. Y finalmente esta de Damian Pitch, que es un reconocidísimo fotógrafo que la hizo en remoto con un telescopio en el desierto de Atacama, con los planetas altísimos, y unas horas más tarde es lo que permite ver ya la mancha roja y haber conseguido esta foto que fue seleccionada por la NASA como mejor astrofoto del día. Et voilà la dernière image de Damian Pitch, qui a utilisé de façon automatique et à distance un télescope au Chili, au désert d'Atacama. Quelques heures après, à 70 degrés sur l'horizon, et on peut voir sur Jupiter la tache rouge. Cette photo a été choisie comme NASA Apod. Y finalmente vuelvo a poner mi imagen para animar a otros aficionados con equipos que están lejos de ser profesionales a empaparse, a planificar y a elaborar una estrategia para hacer fotos que nos permitan continuar juntándonos y hablar de ellas. Voilà, la photo que j'ai fait, surtout pour animer les amateurs, parce qu'on peut voir qu'avec des matériels très loin des matériels des professionnels, on peut s'approcher de l'observation, planifier l'observation, élaborer une stratégie, avoir un peu de la science aussi, mais obtenir des résultats vraiment extraordinaires. Así que muchas gracias, merci beaucoup. Y con esto y un bizcocho que sigamos echando vistazos al cielo. Merci à vous tous et merci pour cette rencontre des associations. Et on espère qu'on pourra continuer à jeter un œil au ciel. Merci. Bon. Bravo Osvaldo, muy bien Osvaldo. Et on va ouvrir maintenant le temps d'un petit débat sur ce qu'on est en train de faire. Vamos a abrir un pequeño debate en torno a estas dos imágenes que hemos visto. Vamos a llamar a participar en él, además de Philippe Morel y Osvaldo, nuestros dos conferenciantes de la noche, a tres astrofotógrafos invitados. Javier Escribano, de la Agrupación Astronómica de Huesca, Laurent Labruyère, de Saint-Quentin Astronomie, et Philippe Lemoine d'Ouranie Saint-Solve. Je suis en train de dire que c'était un plaisir de félicitations à nos orateurs pour les exposés qu'ils fait, pour ces façons de nous montrer ces images qu'ils ont fait lors de la conjonction de Jupiter et Saturne. Et c'est aussi une excuse pour démarrer un débat. Un moment, une table ronde, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Je voudrais aussi en profiter pour remercier l'équipe technique de l'Astroclub de France qui est derrière cette activité. Et je vois que
Je disais, oui, qu'on va inviter 3 astrophotographes, mais j'ai l'impression que Laurent Labruyère n'est pas connecté. Donc, bienvenue à Javier Escribano, de l'Astroclub de l'association de Huesca, et Philippe Lemoine, du Rani Saint-Solve. Bonsoir à vous. Je vais lancer la première question. J'ai remarqué, tout d'abord, félicitations pour vos 2 belles présentations très pointues et très bien expliquées. Je ne sais pas si Satur, tu veux... Oui, merci Philippe. Philippe va a lanzar una primera pregunta. En principio agradece y felicita por la presentación y por lo que nos habéis enseñado. Alors j'ai vu que lors de vos 2 présentations, la partie préparation est une part importante pour pouvoir faire l'événement. Est-ce que ce serait l'un des conseils que vous donneriez à un astrophotographe débutant? Veo que la parte preparación la habéis dado mucha importancia en vuestras presentaciones. ¿Qué podéis decir a un debutante, a un nuevo, con respecto a esta parte de la preparación? Philippe, Osvaldo. Alors, pour la partie préparation, j'oserais dire que c'est l'essentiel et qu'il faut absolument tout préparer, tout répéter d'avance. La parte de la preparación es esencial y hay que prepararlo todo al principio. Et quand on fait ça en déplacement, comme ça a été le cas pour nous, il faut avoir, mis à part le télescope, bien sûr, parce que c'est pas facile, il faut tout avoir en double. 2 boîtiers photo, 2 intervallomètres, enfin tout le matériel en double en cas de problème, parce que Jupiter et Saturne se sont rejoints le 20 et 21 décembre donc de l'année dernière, et on n'a pas droit à l'erreur parce que le prochain spectacle, c'est dans 60 ans. Cuando esto se hace además a distancia, es decir, es que hay que desplazarse muchos kilómetros como lo hicimos nosotros, hay que prever además el equipo en doble. Porque Júpiter y Saturno solamente hacen esta conjunción con una frecuencia muy larga, y no podemos perder la ocasión, porque el espectáculo solo es ese día. No hay la siguiente sesión es 60 años más tarde. Sí, solamente añadir, para mí es muy importante la parte de disfrutar del evento también y poder combinarlo con esa parte visual. Je voudrais rajouter aussi que c'est très important pouvoir se réjouir de cet événement. Ça veut dire faire tout ce qui est possible pour être content de ce qu'on est en train de voir. Yo solo quería comentar que me parece sorprendente la cantidad de información que puede llegar a sacarse con un equipo no demasiado avanzado. Y que, vamos, que esto es muy bueno para animar a la gente que no tiene grandes medios. Je voudrais remarquer la quantité d'informations si importante qu'on peut obtenir avec un équipement amateur. Ça veut dire c'est quelque chose de très intéressant pour les débutants qui peuvent voir qu'avec cet équipement on peut vraiment faire des choses très intéressantes et trouver de bonnes informations. J'aimerais aussi, surtout pour Philippe et Javier, quel est l'aspect technique de ces photos qui vous a surpris, qui vous a choqué, qui vous a... Comento Javier que a vosotros dos, a Philippe y Javier, desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que más os ha sorprendido en las técnicas que han utilizado Philippe y Osvaldo? ¿Empiezo yo? Bueno. ¿Tu peux commencer, Javier? Sí, bueno, la técnica que ha utilizado Osvaldo la conozco, pero la que ha utilizado Philippe, lo cierto es que no la conocía. Me ha parecido muy interesante
el procedimiento y claro, el enfoque es muy distinto. No se trata de conseguir una foto bonita, sino se trata de conseguir información valiosa. En ese aspecto me ha gustado mucho. La technique utilisée par Osvaldo, je la connaissais, je l'utilisais. Celle de Philippe, en fait, je ne l'ai jamais vue. Et je dois avouer que c'est vraiment impressionnant la quantité d'informations qu'on peut ressortir avec cette technique que j'ai bien aimée. Et elle est facile d'utilisation et dès lors qu'on a un Photoshop, à partir, moi j'utilise le CS6 et toutes les versions postérieures au CS6 ont le virage HDR, ça permet de traiter pas seulement que ce type d'image, hein, c'est pour ça que j'ai présenté une totalité d'éclipses de soleil, une image du cirque Copernic parce que je l'utilise aussi pour faire du traitement d'images planétaires. Je l'ai même utilisé aussi pour faire des aurores boréales, puisque là, je reviens d'un voyage aurore boréale depuis quelques jours. C'est une méthode qui est universelle et qui peut s'appliquer à beaucoup de sujets astronomiques. Es una técnica que no es difícil de utilizar, que las últimas versiones de Photoshop, por supuesto, lo tienen todos, y que además no sirve solamente para lo que hemos visto ahora de sacar estas estrellas, sino que por eso mismo he mostrado imágenes del cráter en planetas, en todo tipo de imágenes astrofotográficas. Puede ayudar mucho a conseguir los efectos que se desean. De ton côté, Philippe, tu as quelque chose à rajouter? Dans la technique de Philippe, j'avais déjà aperçu, vu que je fais partie aussi des proches, on va dire, de Philippe, donc je connais un petit peu plus ces techniques. La technique de Felipe, enfin d'Osvaldo, c'est pareil. En fait, je l'ai utilisé aussi pour faire ma photo. C'est un petit peu le même style. Par contre, lui, il a utilisé un ADC et je me demandais si Philippe avait utilisé aussi un ADC. Non, pour une raison toute simple. C'est que peut-être laisser Satur traduire. Oui, peut-être. Sí, comentaba Philippe Lemoine que conoce la técnica de Philippe porque además él fue uno de los que estuvo en la toma de estas imágenes, que lo que habías utilizado tú, Osvaldo, que también lo ha utilizado, lo ha conocido. Lo que no he usado nunca es el corrector de difracción, el ADC. Y preguntaba si Philippe Morel había utilizado este corrector en algún caso. Non, je n'ai pas utilisé d'ADC pour deux raisons. D'abord parce que j'ai utilisé un boîtier défiltré, donc largement sensible au rouge, puisque près de l'horizon, c'est le rouge qui passe et le bleu qui ne passe pas. Donc, il n'y avait pas de raison pour faire de la détection de faible lumière d'avoir à remettre le rouge sur le bleu, en sachant que l'ADC comporte deux prismes qui absorbent un petit peu de lumière, et comme le but du jeu était de récupérer le maximum de lumière, c'est pour ça que j'ai mis le moins d'interface possible entre Jupiter, Saturne et le capteur de l'appareil photo. D'accord. O sea, no he utilizado ese corrector porque por dos razones. Por un lado, cuando está tan bajo del horizonte, la mayoría de longitudes de onda que llegan son en el rojo. Las azules ya prácticamente llegan muy poco. Y él utiliza además una cámara sin filtro. Con lo que, bueno, pues por un lado no le ve demasiado interés a la utilización de este corrector. Sin embargo, la utilización del corrector introduce dos prismas más que de una forma u otra va a reducir un poco la luminosidad que se capta. Y si el objetivo de la foto es conseguir captar el mayor número de detalles, pues él prefiere no utilizarlo, incluso en esas condiciones de tan bajo sobre el horizonte. On a vu bien sûr des photos très très différentes. Et vous savez qu'il y a toujours, parmi les amateurs, un débat entre
celui qui dit les photos, on va faire des cartes postales ou on va faire des images pour faire de la science. Alors, ma question que je vais vous lancer, c'est, voilà, quelle est votre position, si c'est vraiment une discussion banale, si c'est quelque chose d'important. Lo que quiero comentar es que en este caso hemos visto dos fotografías muy diferentes, con dos enfoques muy distintos, y que me hacen recordar ese debate que suele haber entre muchos amateurs, entre vamos a hacer tarjetas postales con las fotos o vamos a hacer fotografía para hacer ciencia. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué opináis sobre este debate? ¿Es algo absurdo o banal o realmente cuál es vuestra posición? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. El de la postal. Bueno. Adelante, adelante. C'est Osvaldo que coma. C'est lui qui a fait la carte postale. No, a mí me parece válido, o sea, me parece maravilloso hacer un trabajo científico y tratar de buscar todos esos datos. Yo creo que ahí, con mi equipo, yo puedo aportar poco y creo que yo soy más útil haciendo imágenes que me permitan motivar a gente que no conoce la astronomía o que conoce muy poco, que tiene un cierto interés, que se puedan acercar con más facilidad, ¿no? Es un poco lo que he trabajado yo siempre con la compañía de teatro, con la PAI, siempre hemos trabajado motivaciones y esto no deja de ser trabajar imágenes para motivar. Oui, je suis totalement d'accord qu'avec les images des amateurs, on peut faire de la science et avoir des images très intéressantes à ce niveau-là. Mais je considère qu'avec l'équipement, les matériels que j'ai, et surtout dans ma vision de ma compagnie de théâtre, ce que je vais faire surtout, c'est de faire des images attirantes pour les amateurs, pour les novices, pour les débutants, qui peuvent s'approcher vers l'astronomie. J'ai d'ailleurs une question pour Osvaldo. J'ai été voir sur son site YouTube et j'ai vu une très belle vidéo d'un lever de lune. Et je voulais savoir ce qu'il était le plus dur à préparer, le lever de lune avec des personnages qui passent devant. Donc c'est très très artistique. Et je voulais savoir ce qui a été le plus dur à préparer, le lever de lune ou la conjonction Jupiter-Saturne. Viendo la página web de Osvaldo, he visto una foto de la luna, de una salida de la luna, con unas personas que aparecían allí de esa salida de la luna. Mi pregunta es, ¿qué ha sido más difícil y más duro en cuanto a trabajo de preparación? ¿La conjunción Júpiter-Saturno o esta foto de la aparición de la luna? La salida de la luna, sin duda. Fue todo el verano de hacer intentos. Pero esa es la ventaja, la luna sale cada mes y se podía repetir. Y de hecho fueron varios intentos fallidos. Bien sûr, sans aucun doute, le travail de préparation, ça a été beaucoup plus dur pour la sortie de la Lune. Tout un été, de faire des tests, de voir comment ça passe. L'avantage, c'est que la Lune, on la voit tous les mois. La pleine Lune, on la voit tous les mois. C'est pas comme Jupiter-Saturne qu'on ne pouvait pas rater l'occasion. Par rapport à la science, oui. Rien n'empêche de faire des images qui sont belles pour en faire des cartes postales et de pouvoir en utiliser l'information à but scientifique en même temps. Parce que derrière les images traitées, il y a des images brutes. Et c'est les images brutes qui servent à la science, c'est pas les images traitées ou très très peu. Et là, en l'occurrence, le but n'était pas de faire de la science, parce que on ne peut pas faire d'astrométrie à 7 degrés au-dessus de l'horizon. Et de la photométrie, c'est pareil, puisqu'on a des phénomènes d'absorption et de diffusion de certaines lumières qui font que ça interdit toute méthode scientifique de positionnement des objets qu'on a pu repérer, en l'occurrence les satellites. Donc là, à l'évidence, pour la conjonction Jupiter-Saturne, le but était de se lancer des défis et de faire que ce soit des défis esthétiques ou des défis un peu spéciaux, comme là le but était de récupérer le maximum de satellites sur une seule image.
Et ça permet en même temps, là, dans un but un peu plus scientifique, de tester des techniques qui vont servir à autre chose. No hay que olvidar que detrás de una imagen maravillosa y bonita de un objeto del cielo, hay siempre una imagen en bruto. Y esa imagen en bruto siempre tiene información que puede ser utilizada para la ciencia. Por tanto, no están reñidas unas cosas con otras. Además, muchas veces las técnicas que se utilizan para un tipo u otro pueden servir para ser utilizadas con fines científicos. Para hacer fotometría y hacer astrometría no vamos a utilizar una imagen que ha sido tratada con Photoshop varias veces y esto, ¿no? Pero desde luego las imágenes en bruto todas son útiles y hay ciencia por detrás de ellas. Ça me fait penser à l'aspect de la collaboration pro-âme. Vous savez que les professionnels, il y a beaucoup de professionnels qui ont des projets pour lesquels ont besoin de tant d'observations qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que avec les matériels professionnels, parce que les télescopes sont déjà utilisés, mais que les amateurs avec son matériel sont capables de les aider. Comento que esto me hace pensar en que hay muchos proyectos de colaboración entre profesionales y amateurs, porque los profesionales pueden tener muchas ideas para las que necesitan tiempos de observación muy largos y no tienen acceso a telescopios profesionales que dispongan de ese tiempo. Por lo tanto, necesitan de los aficionados para poder trabajar en ello. Qu'est-ce que vous pensez à propos des images amateurs utilisées par les professionnels? ¿Qué pensáis de estas imágenes? ¿Tú verías, Javier, que un profesional te pidiera imágenes tuyas para hacer participando en uno de estos proyectos? Todo es posible. No, realmente creo que los científicos cuentan con los aficionados y, bueno, muchas veces se han descubierto cosas por aficionados que se han escapado por algún motivo de los profesionales. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp lo descubrieron dos aficionados. La cicatriz de Júpiter la descubrió un aficionado también. O sea, quiero decir que siempre puede aparecer algo que no nos esperábamos y siempre podemos colaborar con los científicos. Oui, c'est clair que cette collaboration pro-âme, c'est toujours intéressant et c'est toujours possible dans les images des amateurs. On peut trouver des choses inimaginables, comme pas uniquement la découverte des comètes, comme le Hale-Bopp ou autres, mais aussi des aspects, des détails sur les planètes comme sur Jupiter ou d'autres choses. Donc, tout à fait d'accord que les professionnels et les amateurs peuvent travailler ensemble sur différents domaines. Alors, s'agissant de la collaboration pro-âme, elle est des fois en sens inverse, dans le sens âme-pro. C'est-à-dire qu'on peut avoir en tant qu'amateur des idées de recherche qu'on peut soumettre à des professionnels et être aidé par les professionnels pour mener ces types de recherche et de programmes à bien. Et ça devient de plus en plus possible. Et par ailleurs, pour faire de la collaboration pro-âme ou âme-pro, peu importe, c'est pas forcément la peine de faire des images. Il existe des nombreux programmes qui reposent sur l'observation visuelle, en particulier sur la photométrie d'ouverture des comètes, qui elle se fait en CCD, mais par contre la photométrie visuelle, on peut faire avec une simple paire de jumelles pour des comètes brillantes ou des petits télescopes, et avec simplement comme appareil de mesure nos yeux, et les méthodes donc d'estimation de magnitude, que ce soit les méthodes de Bobrovnikov ou de Sidvik, peu importe l'une ou l'autre, et bien ça permet de pouvoir approcher très très finement, à 0,1 ou 0,2 magnitude près, ce qu'on peut obtenir en détection par des CCD.
en sachant que les CCD vont avoir une dominante donc de sensibilité plus centrée sur le rouge et l'œil plus centré sur le bleu. Donc sur des comètes très gazeuses, l'œil est à la limite plus performant que la CCD. Et il existe des tables à l'ICQ qui sont incrémentées tous les jours par des observations d'amateurs venant du monde entier, parfois même des observations à l'œil nu, ce qui a été le cas pour la comète Neowise par exemple. La idea es que normalmente hablamos de colaboraciones pro-AM, pero también hay muchos casos de colaboraciones AM-pro, es decir, de aficionados que tienen sus programas de observación, sus ideas, y que pueden pedir a profesionales que les ayuden en el desarrollo de todas esas ideas. Cada vez hay más casos de ese tipo y ha comentado una serie de colaboraciones, incluso sin necesidad de hacer imágenes, incluso con observaciones en visual o con unos prismáticos de evaluación, de hacer la fotometría sin necesidad de captar una imagen. La verdad es que hay un campo muy interesante allí para quien quiera lanzarse y que tenga ideas. Autre domaine, les occultations d'étoiles par des astéroïdes. Ça peut se faire aussi visuellement. C'est moins précis, mais ça se fait. Hay otro campo, por ejemplo, aparte de la fotometría e incluso de los cometas, ahora que recuerdo, que es también el campo de las ocultaciones de estrellas por planetas o por la Luna, o que se puede hacer en visual. Es menos preciso que con un telescopio, pero que son observaciones que pueden ayudar a conocer la posición de los astros. Sí, yo quería añadir que también hay otro tipo de colaboración que es menos científica, que es el ceder imágenes para lo que es la divulgación, ¿no? Por parte de los profesionales. Y ahí es otro campo donde yo quepo. Si voudrais aussi rajouter qu'il y a la possibilité d'une collaboration de prêter des images, des jolies images astrophotographiques aux professionnels pour faire de la divulgation scientifique. C'est dans ce champ-là où Osvaldo est plus doué. Ok, bon. Je ne sais pas si... je sais que sur le chat de YouTube, il y a plusieurs questions-réponses. Mais avant de terminer, je voudrais tout simplement... on a déjà en parlé, mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez dire aux débutants dans l'astronomie pour les animer à passer des heures et des heures devant l'écran de l'ordinateur a traiter les images? Quiero decir que ya para terminar, y antes de dar paso a las preguntas que hay en el chat de YouTube, quería solamente preguntar a ver si consejos, ideas, ya habéis dado algunas para los debutantes, que de verdad quieran animarse y quieran, o sea, para animarles a que merece la pena pasar esas horas delante de la pantalla del ordenador con esas imágenes. Bueno, yo diría que no se desanimen porque la curva de aprendizaje es larga y que realmente deberían empezar por lo más fácil al principio y ver si realmente esto les gusta, porque tengo que reconocer que no es para todo el mundo. Hace falta paciencia, mucha paciencia. Je dirais un petit conseil, c'est d'essayer de commencer par ce qui est le plus facile, parce que le temps d'apprentissage est long et on risque de se démoraliser très rapidement. Mais une fois qu'on a obtenu les bonnes images et qu'on commence à apprendre, c'est vraiment passionnant. Alors moi je rajouterais qu'avant de faire des images, il faut s'en mettre plein les yeux pour vraiment comprendre ce que l'on observe et ce que l'on va photographier après. Et puis surtout, c'est se rapprocher d'un club d'astronomie pour pouvoir en apprendre plus et plus facilement.
Añadiría que antes de tomar muchas imágenes hay que abrir bien los ojos para empaparse bien de lo que uno quiere ver, y que una ayuda muy importante es acercarse de cualquier asociación astronómica, donde encontrará el apoyo y lo que necesitan. Sin dejar de lado también la planificación. Hay que estudiar, es lo que decía también Javier, ¿no? Hay que prepararlo muy bien y hay que empaparse y planificar y saber qué foto quieres conseguir. Il faut jamais oublier l'importance de la planification. Savoir vraiment quelle est l'image qu'on veut obtenir, quel est l'objectif, et préparer très très bien toute cette prise d'image. Alors moi j'abonderai un peu dans le sens de Philippe. Le club d'astronomie c'est très important pour pouvoir acquérir aussi la compréhension du matériel, la compréhension du phénomène qu'on va observer et photographier, parce que sans la compréhension du matériel, de la chaîne qui va de l'optique qu'on met devant l'appareil photographique ou la caméra, et ce qui sort de la caméra pour en faire une image qui ensuite deviendra traitable et pour en faire au final une belle image, il y a toute une chaîne, il y a des informations à intégrer, et donc surtout ne pas bâtir le toit avant de bâtir les murs. En el mismo sentido que Philippe Lemoine, la importancia de acercarse a una asociación de astronomía, principalmente para conocer el material y comprender claramente cuál es la cadena óptica que hay, cuál es todo el encadenamiento óptico que hay desde la imagen que nos llega, cómo pasa a través de nuestros instrumentos, cómo se recoge en esos captores que podemos tener, porque conociendo bien todo eso que tenemos ahí, luego va a ser mucho más claro para entender el tratamiento informático que podamos darle y demás. Y desde luego también no rendirse a las primeras de cambio, sino insistir y en ese aspecto de conocimiento de ese material, una asociación de astronomía es algo muy muy importante. Bon, sauf si vous avez d'autres questions, je vous remercie vivement pour cette expérience qui a été une nouveauté, au moins pour moi, de mon côté. Et vous remercie aussi pour votre prestation, d'avoir accepté à participer à cette aventure. Et je crois qu'on va laisser, on va commencer avec les questions-réponses qu'on peut trouver sur le chat de YouTube. Merci. Mais avant ça, Satur, je pense qu'on peut te remercier aussi d'avoir procédé avec toujours autant de brio à l'ensemble des traductions et à la conduite de ce débat qui n'était pas évident entre le français et l'espagnol. Et donc, je crois qu'on peut vraiment t'applaudir dès demain. Merci. Bravo. Bravo. Me estoy dando cuenta que no he traducido lo último que he dicho, y es que muchas gracias a todos por vuestra valentía, por haber aceptado participar en esta aventura, y que vamos a dar paso ahora a las preguntas que ha habido en el chat. Veremos a ver si quien quiera, cualquiera de los cuatro puede responder a la pregunta que vaya viendo. Alors, au niveau des questions, pour l'instant, il y en a une d'un français, côté français. Par contre, il y a beaucoup de remerciements côté espagnol. Donc, tu trouveras ça sur la conversation de Skype, Satur. Oui, je suis en train de le voir. Voilà. Comentan que hay muchos agradecimientos, tanto de un lado como del otro. Y hay una pregunta, voilà, del lado francés. Serge Spork met une question en français. Pourrait-on avoir les titres des illustrations sonores à la guitare? Merci d'avance. Nos pregunta si podríamos saber la música que hemos puesto.
Qui connaît la réponse? Ah. D'accord. Bon, il y a aussi des remerciements, merci pour partager tout le travail, félicitations. Très intéressant tout le travail qu'on a fait. Excellent, merci. Résultat remarquable. Ah bon. Pour les traitements. Voilà, je n'ai pas trouvé de questions. Si, il y a une question. Il y a une question, c'est sûr, celle de Ludovic Perbet. Perbet, oui, c'est ça, oui. Ludovic Perbet. D'une part, pour maîtriser tous les logiciels et ensuite pour l'ensemble des traitements. Oui. En fait, ta question elle est en deux morceaux. Les résultats sont remarquables, mais il faut combien de temps pour, d'une part, pour maîtriser tous les logiciels et ensuite pour l'ensemble des traitements. Merci, bonne soirée. La pregunta que de Ludovic Perbet es que los resultados son extraordinarios, pero ¿cuánto tiempo hace falta? Por un lado, para dominar el programa informático y por otro lado, para poder dominar el conjunto de todo el tratamiento. Qui veut... Je peux répondre, mais Osvaldo a peut-être aussi quelque chose à dire. Dominar el programa tiene que ser maravilloso. Yo no los domino. Yo voy a la parte más básica del programa, ¿no? Yo no llevo tanto tiempo haciendo astrofotografía. Empecé con el telescopio hace 4 años, yo creo. Y lleva mucho tiempo. Yo le meto mucho estudio. Ahora, además, con el tema del COVID, he tenido la oportunidad de estudiar y experimentar mucho más. Pero es mucho tiempo. En fait, il faut beaucoup de temps. J'ai un télescope que depuis 4 ans et c'est à ce moment-là que je me suis mis à faire de l'imagerie. Mais vraiment, il faut du temps. J'ai la chance, on va dire que, entre guillemets, que la situation Covid m'a permis d'avoir plus de temps à pouvoir approfondir sur tous ces logiciels. Mais attention, il y a beaucoup d'aspects de logiciels que je ne maîtrise pas encore. Alors du temps, il en faut effectivement beaucoup, mais le conseil que je pourrais donner à Ludovic et aux personnes qui veulent commencer, c'est d'essayer de ne pas utiliser de très nombreux logiciels en même temps. Parce qu'il vaut peut-être mieux en maîtriser 1 ou 2 à peu près correctement que d'essayer d'en maîtriser superficiellement 5 ou 6. Donc, vaut mieux probablement utiliser 1 ou 2 logiciels, un pour le pré-traitement et éventuellement un autre pour tout ce qui est cosmétique. Mais plus on multiplie les logiciels, les utilisations, plus il faut se familiariser avec des logiques différentes et qui des fois peuvent être un petit peu confondantes par rapport à ce qu'on a comme niveau de connaissance, surtout quand on débute. Alors bien sûr, on ne peut pas dire que pour réaliser une image donnée, ça prend autant de temps, parce qu'on y va à petits pas, c'est-à-dire que les choses qu'on peut mettre au point pour un phénomène donné sont aussi le résultat des succès et des échecs de manipulation et d'essais précédents. Donc tout ceci, ça se construit un petit peu à la fois, et ça prend effectivement longtemps. Ça peut prendre très longtemps aussi, et puis ça dépend aussi si on est vraiment féru, accro de l'informatique et de la prise de vue, ou si on fait ça pour d'autres raisons, une fois de temps en temps. C'est-à-dire que l'observateur qui va faire 200 nuits par an, il va bien sûr acquérir plus facilement que celui qui en fait
On fait 20 tous les 10 ans. Evidentemente hace falta mucho tiempo. Pero, bueno, si me permite un consejo, es que en lugar de... es centrarse en uno o dos programas de tratamiento, empezar a utilizarlos, empezar a conocerlos, ver sus resultados. Muchas veces el intentar voy a probar este otro y trabajar con 4 o 5 a la vez puede ser un poco puede no llevar a buen puerto ese aprendizaje que es necesario. Evidentemente, pues es un camino difícil porque hay muchos no errores, pero no conseguir lo que uno quiere pero siempre, bueno, hay que si uno está realmente bien motivado, pues continuar con ello. Y eso es, y a medida que se van tratando imágenes, o sea, si uno no hace más que 20 imágenes cada 5 años, pues le va a costar mucho llegar a dominarlos. Es cuestión de trabajar y hacer tratamientos y ver. Bon, il n'y a pas d'autres... Comenta Jean-Pierre que no utiliza Photoshop, por tanto no utiliza la técnica HDR, y preguntaba a Philippe Lemoine si en GIMP o en... ¿Quels sont les logiciels, Jean-Pierre? GIMP et... Cyril. Si hay técnicas parecidas al HDR. Pardon, Philippe. À toi. Non, dans GIMP, en fait, il n'y a pas l'équivalent de Photoshop pour l'instant. Mais moi, je milite quand même pour les logiciels libres, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent ensemble pour développer des logiciels et qui sont libres, donc chacun peut venir apporter ses compétences pour le développer. Et Cyril est un très très bon exemple de cet outil-là qui est dédié à l'astronomie. Et je conseille à toute personne qui veut débuter dans l'astronomie de ciel profond, c'est de débuter avec Cyril. En GIMP no conozco una utilidad similar al HDR, pero en el campo de los programas informáticos de software libre siempre hay gente dispuesta a trabajar para desarrollar este tipo de utilidades. Y aprovecho la ocasión además para animar a los nuevos en la astrofotografía a utilizar un programa de software libre como Cyril, porque les va a dar mucha satisfacción y buenos resultados. Oui, moi j'aurais une petite question aussi. Dans la présentation tout à l'heure, j'ai vu passer à un moment pour les planètes, on a parlé de Lucky Imagine pour les planètes. Donc je savais que ça se faisait un peu pour le ciel profond, mais peut-être que j'ai pas vraiment associé la technique par rapport aux planètes. Je vois pas. Alors si En las presentaciones anteriores he visto que para conseguir unas buenas imágenes de los planetas habías utilizado la técnica del Lucky Imagine, que Jean-Guy la había conocido para imágenes de cielo profundo, pero no para planetas, y le ha sorprendido. Yo pensaba que era al revés, que había nacido más como planetaria y que después se había
se aplica para algunos objetos brillantes de cielo profundo y es una técnica que es muy válida cuando el objeto que estás fotografiando es brillante y no tienes buen seguimiento. Tienes que hacer exposiciones cortas, pero no son exposiciones de milisegundos, por lo que yo entiendo, Son exposiciones de unos pocos segundos y vas apilando. Osvaldo dit, j'espère que je n'ai pas raté la traduction, Jean-Guy, mais que en fait la technique de Lucky Imagine était conçue et très utilisée pour l'astrophotographie des planètes. Et surtout pour des objets qui sont très, très brillants et quand on a obtenu des images avec un suivi qui n'est pas extraordinaire. Donc ça permet de faire le choix de meilleures images. Mais on l'utilise aussi pour les objets de ciel profond, mais il faut que ça soit des objets suffisamment brillants. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Gracias. Gracias. Bon, je crois que ça a été une belle expérience pour vous. Bien sûr. ¿Qué tal habéis pasado? Estupendamente. Fantástico. Yo peux vous dire que yo quiero agradecer muchísimo, Satur, de nuevo, todo el esfuerzo que has hecho, tanto en la preparación como en la traducción en los dos lados y a todo el equipo que desde Francia ha estado trabajando también de esta manera tan intensa, con tanto empeño y con tanta profesionalidad para que esto saliera adelante. Muchas gracias a todos. Je voudrais remercier à toute l'équipe qui a travaillé avec beaucoup de professionnalité des côtés de l'Astroclub de France et Satur aussi pour la traduction. Donc vraiment bravo pour tout ce travail et vraiment merci. Gracias. Félicitations, merci. Bueno, pues creo que en 10 segundos vamos a cortar ya la transmisión por YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Bonne soirée, merci. Gracias. On peut peut-être signaler la prochaine, non? Ah, zut, tant pis, c'est coupé. Oublié. Bien vu, Philippe. C'est vrai qu'il faudra plus oublier à l'avenir. Mais bon, dans la diffusion au départ, il y avait, oui. Estamos comentando que se nos ha olvidado anunciar la próxima actividad del Astroclub de Francia en torno a... va a haber unas charlas sobre el Sol. Que bueno, están en el material que se ha preparado, está puesto, pero podríamos haberlo dicho justo antes de haber cortado la conexión. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Ok, je vous remercie aussi.